Presque tous les pays du monde sont endettés. Donc la dette en elle-même ne semble pas être un problème en soi. Mais le véritable défi pour tous les gouvernements, c'est justement la gestion de la dette, la soutenabilité de la dette. D'ailleurs, c'est quoi la dette publique? Et pourquoi les gouvernements s'endettent-ils? Ne peut-on pas simplement se passer de la dette? C'est quoi la soutenabilité de la dette? Comment arrive-t-on à savoir si une dette est soutenable? Pourquoi est-il si important que la dette soit soutenable? Et qu'arrive-t-il justement si la dette n'est pas soutenable? Voici autant de questions auxquelles j'apporterai quelques réponses dans cette vidéo. Si vous restez jusqu'à la fin, vous allez repartir avec une connaissance minimale mais très utile dans la notion de la dette publique. Mais surtout, pourquoi c'est une question qui nous concerne tous. Alors, c'est quoi la dette publique? La dette publique, c'est tout simplement la dette de l'État. C'est en fait l'ensemble des engagements, donc des emprunts que l'État a contractés auprès d'investisseurs. Ça peut être d'autres États, ça peut être également des investisseurs nationaux, voire même des investisseurs internationaux. Alors, pourquoi la dette publique? Il y a plusieurs raisons qui justifient pourquoi les États s'endettent, mais je vais donner juste 4 raisons importantes dans cette vidéo. La première raison, c'est pour effectuer des dépenses sociales. Le contexte récent de la pandémie de Covid-19 est une parfaite illustration de pourquoi l'État a besoin d'effectuer des dépenses sociales. Alors, ce qui est arrivé pendant la pandémie, c'est que les gouvernements ont acheté les vaccins et les ont distribués gratuitement à toute la population. C'était très utile parce que si on devait laisser le soin à chacun d'acheter le vaccin selon ses propres moyens, très souvent, il y a certaines personnes qui seraient dans l'incapacité de se procurer le vaccin. Alors que si on regarde la nature de la pandémie de Covid-19 qui est très contagieuse, il suffit qu'une seule personne pour que toute la nation devienne infectée. Donc l'idée, c'est le gouvernement maintenant qui va se placer et soigner tout le monde, voire même aller plus loin, au-delà de la gratuité, obliger tout le monde à se faire vacciner pour ne pas justement poser un danger au reste de la population. Même au niveau des États, les plus riches se sont très vite procurés les vaccins en général, mais les pays les plus pauvres ont eu du mal à se procurer les vaccins. Donc ça allait être exactement le même phénomène si dans l'intérieur de chaque pays, chaque individu devait chercher à se faire vacciner. Et ce qui allait arriver, c'est qu'il allait simplement avoir des personnes qui seraient dans l'incapacité de se faire vacciner. Donc c'est un exemple pour dire que l'État a besoin de faire des dépenses sociales. Et ces dépenses sociales ne se limitent pas à la santé, mais il y a aussi par exemple l'éducation. Il y a aussi des allocations familiales pour réduire les inégalités. Le deuxième poste de dépenses de l'État, c'est les dépenses de défense. Encore une fois, l'actualité permet de comprendre très pertinemment ce poste de dépenses quand vous pensez simplement à la crise russo-ukrainienne ou encore à la crise dans la bande de Gaza, voire même le terrorisme au Sahel. Tous ces exemples justifient pourquoi un État donné doit avoir une défense pour justement protéger sa frontière. Pour vous donner un ordre d'idée de l'importance de ces dépenses, je prendrai l'exemple du budget de défense des États-Unis, par exemple pour 2024. Il est estimé à 909,4 billions de dollars US, donc selon le Bureau of Economic Analysis. Alors dit comme ça, peut-être que vous n'imaginez pas la grandeur de ce montant, mais sachez que à part les États-Unis eux-mêmes et la Chine, ce montant est à peu près 2 fois plus grand que le PIB de tous les autres pays du monde pris individuellement. Le troisième poste important, ce sont les investissements en infrastructure. Par exemple, la construction des routes, les ponts, les aéroports vont nécessiter des investissements considérables. Et ça aurait été difficile que ce soit par exemple des entreprises privées qui construisent des routes et qui assurent la gestion de ces routes. Parce que ce qui allait arriver, c'est que ces entreprises peut-être allaient faire payer, donc louer ces routes-là à passagers. Ça aurait pu être difficile pour ceux qui sont les moins nantis d'avoir accès à ces routes. Donc la dernière raison qui fait que l'État s'endette, c'est que l'État fait des déficits.
Pour financer l'ensemble des dépenses qui ne sont que des exemples simples que j'ai donnés précédemment, l'État a besoin de collecter de l'impôt. Et très souvent, ce qui arrive généralement, c'est que ces impôts sont en dessous de ceux dont l'État a besoin. Donc ça fait que l'État fait des déficits et c'est la somme cumulée de tous ces déficits qui font que la dette augmente. En plus, durant une période de crise par exemple, l'État peut décider de réduire les impôts, mais en même temps d'augmenter les dépenses publiques pour soutenir les populations. Donc toutes ces raisons vont faire que la dette de l'État va augmenter. Ce sont là quelques raisons qui poussent un État à s'endetter. Donc bien que le débat du rôle de l'État soit un très vieux débat, ça semble être quand même relativement accepté qu'on a besoin d'un État pour gérer justement l'ensemble des éléments que j'ai donnés plus haut. Et pour y parvenir, l'État a justement besoin de s'endetter. Si on part sur l'hypothèse qu'on accepte que l'État s'endette, la prochaine question, c'est pourquoi est-il important que la dette soit donc soutenable? Mais justement, c'est quoi une dette soutenable? Alors, c'est une question assez difficile. Par exemple, une façon simple de voir la complexité du sujet, c'est que on pourrait se dire qu'un pays doit s'endetter en fonction de sa richesse. D'accord? Donc, on se dit, si le rapport entre la dette et le PIB est assez faible, alors on pourrait dire que la dette est soutenable. Donc, dans la notion de dette soutenable, j'entends simplement par la capacité de l'État à rembourser sa dette dans le délai qu'il s'est imparti. Parce qu'à chaque fois qu'un État s'endette, c'est sur une échéance donnée. Donc, on peut rembourser dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Le ratio dette sur PIB peut être vu comme étant un bon indicateur de la soutenabilité. Mais il y a quand même des contre-exemples qui prouvent que regarder juste ce ratio peut être trompeur. Par exemple, on va prendre deux pays pour illustrer cela. Je prendrai d'abord le cas du Japon, qui est un cas d'école très intéressant. Alors, si vous regardez ce graphique, vous allez voir le niveau d'endettement du gouvernement du Japon à travers le temps. Aujourd'hui, le ratio dette sur PIB du Japon a atteint plus de 200%. Donc le Japon est endetté 2 fois plus que sa richesse nationale. Malgré ce montant élevé, le Japon ne fait pas de dépôt. Le deuxième exemple que je vais prendre, c'est le cas de l'Argentine, qui est aussi un très bon cas d'école, qu'on appelle souvent serial defaulter parce que l'Argentine a connu énormément de défauts dans son histoire. Par exemple, son plus long défaut a eu lieu entre 1827 et 1857. 30 ans durant, l'Argentine a été incapable de rembourser un rond de ses engagements financiers. Mais le cas qu'on va regarder aujourd'hui, c'est plus le plus important défaut récent qui a eu lieu en 2001, où l'Argentine n'a pas été capable d'honorer un montant proche de 100 billions de dollars. Mais regardons à quel niveau la dette de l'Argentine était. Si on regarde, vous voyez sur ce graphique, c'est vers 2001 que l'Argentine a fait son défaut, mais la dette de l'Argentine était autour de 55%. Donc ça n'avait même pas atteint 100% de son PIB. Donc vous voyez, le Japon, qui a une dette par rapport à sa richesse de plus de 200%, arrive à honorer ses engagements, alors que l'Argentine, qui était avec juste 55%, a fait défaut, n'a pas été capable de rembourser sa dette. Donc la conclusion de ces deux exemples, c'est que le simple ratio dette-PIB, même s'il est important à regarder, n'est pas forcément un bon indicateur pour juger de la soutenabilité de la dette d'un pays. Alors, je vais donner une liste non exhaustive, mais d'éléments très importants à regarder lorsqu'on veut parler de la soutenabilité de la dette d'un pays. Donc, le premier élément, c'est la stabilité politique. Un pays qui n'est pas stable politiquement risque de plonger rapidement dans les crises politiques et donc être dans l'incapacité de payer ses engagements. Dans la notion aussi de cadre politique, j'entends la puissance des institutions. Est-ce que le niveau de corruption n'est pas trop élevé? Parce que justement, si le niveau de corruption est élevé, l'argent qu'on aurait pu prendre pour rembourser justement les créanciers peut être détourné à d'autres fins personnelles. Et ce qui peut justement être un frein à la soutenabilité de la dette. Le deuxième élément, c'est la croissance économique du pays. Donc si un pays est capable de générer de la richesse, ce pays va avoir une croissance importante. C'est avec cette richesse créée que le pays va rembourser justement sa dette. Donc un pays avec une croissance économique grande aussi, c'est un bon signe que le pays pourrait être à mesure de rembourser la dette.
Le troisième, c'est la capacité du pays à résister face aux chocs. En l'occurrence, les chocs climatiques, pour rester donc dans la mouvance du moment. Si on voit que le pays est très vulnérable aux chocs climatiques, ça pourrait être également un signe que trop prêter à ce pays pourrait être dans l'incapacité de nous rembourser. La dernière que je vais donner, c'est la source elle-même de l'endettement. Est-ce que c'est un endettement interne? Donc, c'est-à-dire, est-ce que ce sont des investisseurs locaux qui ont acheté? Est-ce que c'est un endettement plutôt externe? Ou encore, dans quelle monnaie le pays s'est endetté? Est-ce que c'est la monnaie locale ou bien c'est une monnaie étrangère? Parce que justement, si l'État s'endette dans une monnaie locale, il pourrait utiliser la politique monétaire en fait pour gérer la dette. Alors que si c'est libellé en une monnaie étrangère, la politique monétaire dans la gestion de la dette publique peut être inefficace. Alors, on vient de voir c'est quoi une dette soutenable, mais donc pourquoi est-il si important que la dette d'un pays soit soutenable? En fait, pour comprendre ça, regardez l'État comme étant l'agent le plus puissant de l'économie et imaginez que le plus puissant est dans l'incapacité d'honorer ses engagements. Ça signifierait que l'État a utilisé tous les moyens à sa disposition et n'a pas été à mesure de payer sa dette. Quand je parle de tous les moyens, ça veut dire augmentation des impôts. Donc si une dette n'est pas soutenable, l'État risque d'augmenter les impôts. Donc voilà pourquoi tout le monde doit s'intéresser à la gestion de la dette du pays. Ça veut dire aussi que l'État non seulement a augmenté les impôts, mais aussi a réduit ses dépenses publiques pour payer dans le service de la dette. Si l'État est passé par ces deux éléments, vous voyez déjà que tout le monde dans l'économie va commencer à sentir. Alors que quand la dette est soutenable, l'État n'a pas besoin de recourir à des moyens drastiques. L'une des conséquences aussi, quand l'État n'est pas à mesure de payer sa dette aujourd'hui, c'est que l'État aura du mal dans le futur à aller prendre de l'argent sur les marchés financiers. Les investisseurs ne vont plus avoir confiance, que ce soit des investisseurs locaux ou internationaux. En plus, l'une des raisons importantes, c'est que la question de la dette publique pose un problème intergénérationnel. Une dette qu'on contracte aujourd'hui, c'est qu'on fait une promesse de le rembourser plus tard. Et le rembourser plus tard, c'est-à-dire, ça peut ne pas forcément être non. Ça peut être justement les générations futures qui auront ce fardeau de la dette sur leurs épaules. Alors, bien entendu, le problème est un peu plus complexe que ça, parce que une fois qu'on s'endette et qu'on construit des routes, des hôpitaux, des écoles, les générations futures également vont profiter de cela. L'idée, c'est ne pas de dire qu'on voudrait forcément effacer la dette, mais c'est de dire est-ce que la dette a été bien utilisée et est-ce qu'il y aura quand même un équilibre entre la dette qu'on laisse aux générations futures et les actifs qu'on leur laisse. Donc avoir une dette très élevée, c'est aussi compromettre l'avenir des générations après nous. À la lumière de tout ce qu'on vient de voir, la question de la dette publique est en fait une affaire de tous. Car si l'État, qui est l'agent le plus fort de l'économie, faillit, tout le monde sera touché. Parce que justement, l'État aura utilisé tous les moyens à sa disposition, les hausses de taxes et la diminution des dépenses publiques pour gérer sa dette. Mais puisque les gouvernements se succèdent, il devient donc nécessaire d'avoir des règles claires pour gérer la dette. Deux gouvernements peuvent avoir des visions très différentes de la gestion de la dette. Donc ce qui est de plus en plus utilisé, c'est que les pays votent des lois qui sont incluses dans la Constitution pour guider justement l'ensemble des gouvernements dans leur stratégie de gestion de la dette publique. Un exemple de pays qui a réussi ce pari, c'est la Suisse qui a inclus donc dans sa Constitution une règle pour gérer sa dette publique. Peut-être que vous avez des contributions, des questions. N'hésitez surtout pas de laisser un commentaire, de les poser, de contribuer. Et puis on se dit à la prochaine.